Il y a un certain nombre de localisations extra-utérines dont l'aspect physiopathologique est très mal élucidé. Merci, Monsieur le Président. Euh, Tout d'abord, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir être parmi vous pour raison de Covid. La communication qui m'a été demandée à préparer s'intitule comme suite les fibromes à localisation atypique. Comme vous savez, les fibromes ou myomes ou fibromyome ce sont des tumeurs bénignes qui se développent essentiellement au niveau de l'utérus. Ils ont un aspect échographique tout à fait caractéristique, mais quoi qu'il en soit, c'est la preuve histologique à la faculté de médecine. Donc, les fibromes sous-séreux, les sous-muqueux ou bien intramuraux. Cette classification reste de bis, sauf qu'on a des classifications qui sont plus poussées et plus précises, notamment avec l'ère de la célioscopie et de l'hystéroscopie. Ce qui fait, cette classification permet de différencier ces fibromes de 0 à 7, donc 8 catégories, soit pédiculés exclusivement en intracavitaire, fibrome intracavitaire ou sous-muqueux pédiculé, c'est le type 0. Le type 1, c'est quand elle est toujours sous-muqueux, mais avec une portion interstitielle qui est inférieure à 50%. Quand cette portion interstitielle dépasse les 50%, on passe à type 2, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à type 8, type 7, qui lui, c'est le fibrome, un fibrome sous-séreux pédiculé. Voilà. Ceci dit, il y a les types 8, ce sont un certain nombre de fibromes qui sont des parasites, pas parasitaires, parasites qui peuvent siéger soit au niveau du col, ou bien au niveau de la corne utérine, ou bien au niveau du ligament large. Et puis, il y a des lyomyomes, des fibromes qui sont hybrides 2 à 5, 2-5, c'est-à-dire il y a une portion qui est sous-muqueuse et l'autre qui est sous-séreuse. Et donc, ce sont des myomes des myomes hybrides. La nouvelle classification en fait de la FIGO reproduit ce que je viens de voir, et en insistant surtout sur le fait que le numéro 8, ce sont des lésions parasites. Parasites, ce sont des fibromes qui sont parasites qui peuvent siéger soit au niveau du ligament large, soit au niveau du ligament rond, ou bien au niveau du col de l'utérus. En fait, une localisation inhabituelle nommée des fibromes parasites. La localisation extra-utérine du fibrome, c'est une localisation qui est rare, voire controversée par un certain nombre d'auteurs. Les localisations extra-utérines peuvent être divisées en deux parties. Tout d'abord, des fibromes qui sont, quoi qu'il en soit, reliés à l'utérus par un pédicule. En général, ce sont des fibromes sous-séreux qui sont liés à un pédicule et qui se trouvent souvent au niveau du ligament large. La deuxième catégorie, ce sont des fibromes qui n'ont aucun contact avec le muscle utérin, et c'est cette catégorie qui pose problème d'éthiopathogénie et dont l'origine utérine est controversée. Les myomes à localisation atypique rapportés dans la littérature sont les fibromes du ligament large, les fibromes de la trompe, les fibromes du ligament rond, les fibromes ovariens, les fibromes rétropéritonéaux, la lyomyomatose péritoniale disséminée et la fibromatose intraveineuse. Avant d'aborder ce type de fibrome, on va parler du fibrome du col de l'utérus, qui lui pose vraiment un problème pour les chirurgiens. Ce sont des fibromes qui se développent au niveau de la paroi du col de l'utérus. Ils peuvent se développer en intracavitaire, donnant des fibromes intracavitaires, des fois accouchés par le col, ou bien des fibromes intramuraux, ou bien au niveau sous-séreux. Ils posent le problème fonctionnel. Ils peuvent être responsables du disparvenu, comme ils peuvent s'ulcérer et donner des métrorragies. Ils peuvent s'infecter et donner des leucorrhées, et peuvent être responsables de dysurie lorsqu'ils sont volumineux avec une compression vésicale, des fois même des urtères. Ils posent un problème de diagnostic différentiel avec le cancer du col quand ils sont intracavitaires et ils sont ulcérés. Le problème majeur en fait de ces fibromes, c'est le problème chirurgical.
qu'il soit développé au niveau du museau de tonche, ça veut dire la tronche, la portion intravaginale ou celle supravaginale, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Des fois, on est amené à essayer la chirurgie par voie basse, tout en espérant une extraction par voie basse, mais souvent on tombe sur une base d'implantation très répartie sur le col, et donc c'est très difficile de faire le geste comme un bistournage pour un poulet. Même la chirurgie par voie haute, des fois on tombe sur un fibrome qui est vraiment enclavé au niveau du cul de sac de Douglas, et comme vous savez, la zone est très vascularisée, et dans ce cas, l'hémorragie est garantie, transfusion sanguine, et souvent on ferme sur un drain. Ça se termine malheureusement souvent par une hystérectomie parce qu'on ne peut pas faire de myomectomie lorsque ça prend pratiquement tout le col, comme c'est le cas ici par exemple. Voilà, ici on voit que l'utérus qui est de petite taille par rapport à un myome qui est cervical, on ne peut pas l'enlever. Si on l'enlève, il faut obligatoirement enlever le reste de l'utérus. On voit ici sur cette photo, en bas à gauche, il y a justement un fibrome qui se développe au niveau du col. En fonction de son développement intracavitaire ou bien extragravitaire, accouché par le col, ici, il y a un développement latéral et ça peut entraîner une compression essentiellement de l'urtère. Ici, en bas à gauche, il y a le fibrome intracavitaire. Si jamais il est ulcéré, ça va saigner et ça peut poser des problèmes de diagnostic différentiel avec le cancer du col. Et puis, comme vous voyez, il y a la vascularisation qui est très riche de l'utérus, essentiellement au niveau de la région cervico-isthmique. Et bien sûr, quand le fibrome se développe à ce niveau, il y a l'hémorragie qui est garantie. Le fibrome de la corne utérine. Le fibrome de la corne utérine, il peut être également sous-séreux ou sous-muqueux. Interstitiel également. Lorsqu'il est intracavitaire, qu'il est au niveau pratiquement des ostions tubaires, il peut être responsable de compression à ce niveau, gênant la progression de l'œuf, par exemple, et peut être responsable soit d'infertilité ou bien de grossesse extra-utérine. Le diagnostic, il est facile, mais il pose également un problème thérapeutique, que ce soit par hystéroscopie, parce que c'est très difficile de réséquer des fibromes qui se trouvent au niveau des ostions tubaires par des résectoscopes. Lorsque le fibrome est sous-séreux, on sait très bien que la corne utérine, c'est la zone de terminaison de l'artère utérine en 3 branches récurrentes, tubaires et ovariennes. Et c'est une zone qui est très vascularisée et ça saigne beaucoup lorsqu'on essaie d'extraire le fibrome à ce niveau. Les fibromes du ligament large. Tout d'abord, les tumeurs du ligament large sont rares. Et quand il y a des tumeurs, souvent ce sont des tumeurs bénignes et représentées par des fibromes. Les fibromes du ligament large posent un certain nombre de problèmes. Ils exposent à la compression de l'urtère. Ils posent problème de diagnostic. Tout d'abord, sur le plan physiopathologique, soit qu'il y ait un certain nombre de cellules potentielles ou bien cellules myomateuses qui se trouvent à ce niveau, qui vont se développer et se manifester sous forme de fibrome, ou bien il y a un fibrome qui est pédiculé, qui va se développer au niveau du ligament large. Des fois, on dit que peut-être un fibrome pédiculé qui va perdre son pédicule et va chercher une autre vascularisation par le réseau vasculaire très riche à ce niveau. Le diagnostic clinique, classiquement, c'est le sillon de séparation entre l'utérus et la masse latéro-utérine de pédiculée. Il y a également les mouvements imprégnés à l'utérus ne sont pas ressentis au niveau de la masse. L'imagerie actuellement avec l'échographie qui est très performante, et mieux encore, l'IRM des fois permet de nous aider pour poser le diagnostic. C'est rare où le diagnostic est porté en perte opératoire, que ce soit la parotomie ou bien la paroscopie. On sait très bien que cette zone est très vascularisée. Il y a également le passage de l'urtère. Des fois, on est exposé à un certain nombre de saignements. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la zone qui est vascularisée, ça c'est le ligament large, c'est là où on peut avoir le fibrome. C'est une zone qui est très vascularisée et donc c'est très difficile de faire l'exérèse sans dégâts vasculaires. Et puis, ici par exemple, un fibrome qui est pédiculé, là c'est très simple, il est vascularisé par l'utérus.
Par contre, des fois, on peut trouver un fibrome isolé, sans contact direct avec le muscle utérin. Le ligament rond également peut être le siège de développement d'un fibrome. Tout d'abord, ces tumeurs sont rares. On ne peut pas dire qu'ils sont exceptionnels. Et si jamais il existe une tumeur, souvent, c'est un fibrome on le rattache souvent au muscle utérin. Ces lyomyоmes sont les formes histologiques les plus fréquentes et qui doivent être évoquées en premier avant d'évoquer d'autres diagnostics. Elles posent également le problème de diagnostic, surtout un problème opératoire, parce que c'est une zone, là encore une fois, qui est très vascularisée. Il y a le passage de la vaginale longue, l'artère utérine, des veines utérines. Donc les pédicules sont à ce niveau. C'est très difficile de faire l'hémostase. Le fibrome de l'isthme utérin. Là, encore une fois, l'isthme utérin peut être le siège de fibrome. Et c'est la zone de croisement de l'artère utérine avec l'urtère pose le problème de compression de l'urtère, de retentissement sur le haut appareil urinaire. L'indication chirurgicale, d'ailleurs, s'impose même quand il s'agit d'un petit fibrome. Et si le fibrome se développe en intracavitaire, là, à la limite, l'urtère est loin, et même l'artère utérine. Mais quand il se développe plus à l'extérieur, là, le risque de compression devient très important. La chirurgie est souvent délicate, on l'a dit, c'est comme l'histoire de la chirurgie au niveau de fibrome cervical ou bien fibrome au niveau de ligament large. C'est une zone qui est très vascularisée et donc on a un risque de saignement. Le fibrome ovarien, même l'ovaire peut avoir un fibrome, donc le développement de fibrome sur l'ovaire, soit un tissu myomateux qui se trouve sur l'ovaire. De toutes les manières, la physiopathologie n'est pas très claire du développement de fibrome sur l'ovaire. En cas d'association de ce fibrome ovarien avec de l'acide et un hydrothorax, dans ce cas, on parle de syndrome de Demens-Mex. C'est une pathologie qui a été décrite au départ par Demens en 1907, puis par Mex en 1940, et depuis, on retient le diagnostic, le terme de syndrome de Demens-Mex, fibrome ovarien, plus acide, plus hydrothorax. Des fois, on peut même avoir l'ascension de CA125, ce qui va nous poser le problème de diagnostic différentiel avec un cancer, notamment quand il y a l'épanchement pleural et abdominal. L'exploration chirurgicale permet d'éliminer la carcinose péritoniale et même l'étude cytologique des cellules de liquide péritonéal ne permet pas de mettre en évidence des cellules néoplasiques. Dans ce cas, l'extemporané peut aider au diagnostic et quoi qu'il en soit, il faut essayer d'être conservateur et attendre l'étude définitive de l'anapathe pour pouvoir prendre la décision d'une éventuelle hystérectomie. Après la cure chirurgicale, on assiste à la disparition de l'acide et de la pleurésie et bien sûr la chute de CA125 si jamais elle est augmentée. Voilà le contact de l'ovaire avec l'utérus. Des fois, on peut avoir un contact plus ou moins intime, mais d'ici avoir des muscles utérins qui va se développer sur l'ovaire ou bien migrer à travers le ligament utéro-ovarien. Donc, les différentes possibilités, théories sont évoquées. Il y a également les fibromes rétropéritoniaux. Là, il n'y a vraiment aucun contact avec l'utérus. Il y a le péritone pariétal postérieur qui va les séparer de l'utérus et de ses annexes. Ce sont des tumeurs bénignes et qui sont rares et dont l'origine, ce sont des cellules musculaires lisses. Pour certains, ce sont des tumeurs à part qui n'ont rien à voir avec les fibromes utérins, mais qui ont des caractéristiques histologiques similaires. Ils sont en général aussi symptomatiques, peu de douleur, des fois de lombalgie, et peuvent être totalement asymptomatiques. Le problème de diagnostic différentiel s'impose, et là c'est l'intérêt de l'immunohistochimie, mais le problème majeur, là encore une fois, c'est la chirurgie parce que c'est une zone où il y a un plexus vasculaire très développé et un peu plexus nerveux. Et des fois, c'est très difficile de faire l'exérèse chirurgicale sans dégâts. La fibromatose.
La fibromatose péritonéale, abdominale, cette fibromatose a été décrite pour la première fois en 1832. Elle correspond à une prolifération des cellules myofibroblastiques bénignes, mais qui ont quand même une agressivité locale. Parfois, pouvant arriver jusqu'à des métastases. Le rôle de l'œstrogène ici est très intéressant. D'ailleurs, des études qui ont été réalisées, comme une expérience réalisée par Fuji en 1981, il a mis un certain nombre de souris sur un traitement œstrogénique intense, ce qui a permis le développement de cette fibromatose péritonéale. Et après l'arrêt de ces œstrogènes, il y a eu la stabilisation de développement de ces fibromatoses et la progestérone a permis de réduire la taille. Et depuis, on dit que les fibromes utérins sont sous la dépendance d'œstrogènes, ce qui est vrai. Et la progestérone permet de contrebalancer cet effet œstrogénique. Il pose le problème de prise en charge parce que souvent ça récidive. Il y a la chirurgie qui est mutilante et qui peut intéresser la cavité abdominale en totalité. Il y a la lyomatose intravasculaire de l'utérus. Cette lyomyomatose intravasculaire, ce sont des tumeurs qui se développent au niveau de l'utérus. Il survient en général sur un terrain de fibromateux. Et à l'intérieur des vaisseaux, on va trouver des fibromes au niveau de la lumière vasculaire. Les formes localisées à l'utérus sont d'ailleurs découvertes par l'étude histologique à la suite d'une hystérectomie, mais il peut y avoir une extension vers les paramètres, veines ovariennes, veines caves inférieures, voire même l'oreillette droite. En fait, c'est une tumeur bénigne, mais qui garde quand même un potentiel malin avec possibilité entre guillemets, de métastase ou bien de localisation ectopique agressive, telle que le poumon et le cerveau, avec extension également en intracardiaque. Ils sont caractérisés par un retard du diagnostic. Et sur le plan clinique, si les tumeurs sont de petite taille, bien sûr, on va rien sentir, asymptomatique, ou bien la symptomatologie de fibrome banal. Et au fur et à mesure du développement de ces tumeurs, on peut avoir une pesanteur pelvienne, des douleurs pelviennes, et dans le cas avancé, une insuffisance cardiaque droite lorsqu'il y a l'atteinte de l'oreillette droite. Sur le plan physiopathologique, soit ce sont des tumeurs dérivées de la paroi veineuse et qui ont des caractéristiques histologiques se rapprochant des fibromes utérins, ou bien une extension intraveineuse d'un lyomyome. Les terrains à risque, ce sont les caucasiennes en préménopause, mais en fait, tous les âges peuvent être concernés. La prise en charge consiste en une hystérectomie totale sans conservation annexielle avec salpingectomie. Le problème, c'est qu'il y a, même après cette hystérectomie totale avec salpingectomie bilatérale, on peut avoir des récidives dans 30% de cas. Bon, comme le montrent ces images, sur une pièce d'hystérectomie, à l'intérieur des vaisseaux, on trouve des images de fibromes, et sur le découpe histologique des fibromes à l'intérieur de la lumière vasculaire. Bon, au total, les fibromes à localisation atypique, ça constitue une pathologie qui est rare, relativement rare, mais les complications malheureusement sont fréquentes. Le diagnostic peut être difficile, mais l'IRM permet de résoudre le problème en grande partie, et des fois, seule la chirurgie peut régler ce problème. L'immunohistochimie aide au diagnostic. La chirurgie peut être délicate et c'est une pathologie bénigne qu'il faudrait traiter par des gestes qui sont bénins, sauf devant des cas vraiment évolués quand on est amené à faire des hystérectomies. Et je vous remercie. Merci. Bonjour. Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir être parmi vous pour raison de Covid. Oui, stop, merci. Si vous pouvez interrompre la... Demandé à préparer s'intitule comme suite les fibromes à localisation atypique. Professeur Larozza, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Raymond Najar. Bienvenue parmi nous, même virtuellement. Merci. Alors, professeur Larzaoui vient de Casa. Il est professeur à l'hôpital, il est à l'hôpital Ibn Rushd à Casablanca.
Et nous avons eu beaucoup de plaisir à entendre ta présentation. Très complète, un très beau panorama. Merci beaucoup. Alors, je pense que pour éviter les problèmes de réseau, je pense qu'on va passer la parole à la salle pour quelques questions. D'accord. Voilà, la parole est à vous. Oui. Voilà. Merci. Une petite question. Oui, c'est bon. Là. Donc, pour les localisations vasculaires, est-ce que c'est toujours associé, c'est-à-dire il faut trouver des fibromes utérins et par la suite il y a une dissémination, c'est-à-dire la localisation vasculaire est obligatoirement associée à des fibromes utérins. Et vous n'avez pas parlé du traitement, parce qu'à la fin vous avez parlé du traitement, l'hystérectomie. Mais pour les localisations vasculaires hors l'utérus, qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce qu'il y a des accidents thromboemboliques dans ce cas-là? D'accord. Vous m'entendez, Raymond? Oui, très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Une fois, donc, bonjour. Vraiment, c'est malheureux de ne pas être parmi vous à cause du Covid. Ceci dit, donc, pour répondre, pour la fibromatose intravasculaire, il y a deux mécanismes physiopathologiques. Soit qu'il y a des fibromes utérins, et souvent, c'est le cas, ils sont associés à des fibromes utérins, avec extension vers la paroi vasculaire, ou bien des myopes qui prennent naissance d'emblée dans la paroi vasculaire. Je pense, si on s'amuse, quand on fait une hystérectomie, à rechercher des localisations intravasculaires, on va en trouver. Ceci dit, pour le traitement, j'ai dit qu'il y a un potentiel métastatique quand même s'il s'agit soi-disant d'une pathologie bénigne. Le traitement reste l'hystérectomie totale. Bien sûr, lorsqu'il y a une localisation ailleurs, il faut agir au niveau de l'oreillette droite ou bien au niveau de la veine cave inférieure. En ce qui concerne les thromboses, la maladie fibromateuse en elle-même, c'est une maladie thromboembolique. Les femmes qui ont des fibromes utérins, ils sont sujettes à faire des thromboses. Donc déjà, c'est un terrain de thromboembolie. Et bien sûr, s'il y a atteinte vasculaire, vu qu'il y a l'altération notamment de l'intima, de la paroi interne du vaisseau, il y a le risque de la thrombose et par conséquent de l'embolie pulmonaire. Bien, merci, docteur Zarouani. C'est docteur Makhlouf, si tu peux me permettre, je vais essayer éventuellement de répondre à notre collègue. Ce sont des tumeurs bénignes, mais qui se comportent comme des véritables tumeurs malignes à cause de la récidive. Première chose. Deuxièmement, il faut avoir un anatomopathologiste, mais alors là, hyper expérimenté. Je me rappelle qu'on a de le service, et la pièce, au départ, ils ont conclu un problème par biopsie, un problème malin. C'était une femme jeune. Et la pièce, la biopsie envoyée à Bordeaux, si je me rappelle très bien. Et ils ont conclu à une composante intravasculaire. Le gros risque, c'est effectivement, il y a des récidives. La première fois, on a enlevé 32, la deuxième peut-être 35, et jusqu'à là, elle est stable. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un traitement radical, mais on a conservé les ovaires, parce qu'elle était en périménopause. Chose comme c'est une tumeur qui est oestrogénée dépendante éventuellement, et pour éviter la récidive, puisqu'on peut avoir des localisations pulmonaires, et surtout, c'est des localisations cardiaques. D'ailleurs, l'échocardiaque, la radiothorax, l'angiographie, elle est indiquée chez ces femmes-là. Et alors, après, il faudrait faire une annexectomie, il faut enlever les ovaires, et là, on a remarqué au départ une stabilisation des lésions et après une régression. Maintenant, quand c'est comme des localisations pulmonaires. Hein. On voit dans les hémamateuses intravasculaires des localisations pulmonaires. Et je rappelle encore que c'est des tumeurs bénignes, mais qui se comportent qu'un vrai un processus malin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou non. Vous parlez avec moi? Oui. Non, il expliquait. Est-ce que tu as entendu la réponse de Tahar Makhlouf? Oui, bien sûr. Tout à fait d'accord. Bon, du moment ce sont des tumeurs bénignes et ils sont capables de donner des localisations agressives à distance, assimilées à des métastases, que ce soit cardio-pulmonaire ou bien cérébrale. Et bien sûr, c'est une tumeur œstrogène dépendante
Et par conséquent, l'idéal, c'est de faire une hystérectomie totale. Si la femme jeune, bien sûr, on conserve les annexes, les ovaires, mais les études ont montré que quand on fait une annexectomie bilatérale associée, ça fait disparaître les œstrogènes et par conséquent, ça réduit nettement le risque de récidive. Merci. Une autre question? Je remercie notre conférencier pour sa clarté, sa belle conférence. Je lui demande si la nomination, la nomenclature fibrome utérin est tout à fait appropriée. En effet, dans un fibrome utérin, nous avons normalement, histologiquement, deux composantes. Une composante fibroblastique, des fibroblastes, et une composante musculaire. Il s'agit de dire un fibromiome utérin, un fibromiome. Maintenant, pour distinguer les fibromiomes de l'utérus et les fibromes extra-utérins, effectivement, si par exemple on se réfère à un fibrome ovarien, le fibrome ovarien est une tumeur, toujours une tumeur bénigne et qui ne comporte pas de cellules musculaires. Elle ne comporte que de cellules fibroblastiques. Il s'agit donc d'une tumeur bénigne d'origine stromale. C'est le stroma ovarien qui a permis de donner ces fibromes ovariens. Ils n'ont rien avec la structure de l'utérus, malgré la proximité avec le ligament utéro-ovarien. C'est un fibrome à part. Tout à fait. D'ailleurs, les fibromes ovariens font partie des tumeurs de stroma. Non, indépendant de l'utérus. Non, pas la parole pour répondre. Indépendant. Je réponds? Oui. Oui, Mohamed. Oui, d'accord, je réponds. Oui, effectivement, déjà au départ, j'ai dit pourquoi ça pose un problème physiopathologique et leur existence est controversée par un certain nombre d'auteurs. En fait, il y a deux choses à différencier. Il y a les fibromes, pas de tissu musculaire, et les fibromyomes qui peuvent exister même ailleurs. Même au niveau du tissu musculaire, même au niveau du tissu nerveux, on a des fibromes. Donc, parce que les tissus fibromateux. Mais lorsqu'il y a une association à un tissu musculaire, c'est là où le problème se pose. Notamment en rétropéritonéal, ce sont des lémyomyomes, fibroléomyomes en rétropéritonéal et qui n'arrivent même pas à étiqueter leur origine. Est-ce que des cellules qui étaient sporadiques, qui se sont développées, ou bien au niveau du ligament, à la limite au niveau du ligament large, c'est pas très loin de l'utérus, peut-être un pédicule qui était accolé à l'utérus qui n'existe plus, mais n'empêche, leur existence, effectivement, elle est controversée. Au niveau de l'ovaire, il y a essentiellement les fibromes qui rentrent dans le cadre de cette syndrome de démence MEX, avec pleurésie et acide. Mais sinon, les autres localisations, ligament rond, cervical, ligament large, etc., ce sont des fibroliomes. Voilà. C'est vrai, il faut différencier entre les deux, les fibromes et que le tissu fibreux, ou bien association tissu fibromateux et lyomateux. Bien, on vous remercie. Moi, j'ai juste une petite remarque concernant la prise en charge chirurgicale des fibromes, que ce soit cervicaux ou incluant ligament large. Il y a deux choses. Premièrement, ayez la main facile de réaliser une montée de sonde urétérale en préopératoire. Et deuxièmement, quand vous faites votre hémostase, ne la laissez pas à la dernière minute. Faites l'hémostase à fur et à mesure. Parce que sinon, si vous enlevez après, vous pouvez être... il y a tellement il y a un saignement diffus, vous n'arrivez pas à faire correctement. Faites-le piano, c'est-à-dire doucement, à fur et à mesure, et ayez la main très très facile pour la montée de sonde. Comme ça, pratiquement, vous aurez zéro danger pour l'urtère. Merci, Larzaoui. Merci Mohamed. Bonjour à Casa. Merci vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Bien. Maintenant, on va passer à notre ami Ibrahima, président de la Société sénégalaise de gynécologie obstétrique, pour nous parler d'un sujet, je dirais, important. Quelles sont les autres alternatives thérapeutiques pour la prise en charge des fibromes utérins en dehors de la chirurgie? Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de choses, je dirais, nouvelles qui ont été même mises à jour en 2020 et en 2021. Je précise que le docteur Ibrahim Aïdibé,
et l'actuel président de l'association sénégalaise de gynécologie obstétrique. Merci de le répéter 2 fois. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de la STGO, au nom de l'ASGO et au mon nom personnel, de nous avoir associés à ces journées. Et puis surtout, vous féliciter pour la belle qualité du programme scientifique. Alors, il m'a été demandé de... Ouais, c'est pas grave. Il m'a été demandé donc de discuter des différentes alternatives au traitement chirurgical. Le fibrome chez vous, mais chez nous, alors moi je viens du Sénégal, c'est une consultation sur 3 en gynéco. Et malheureusement, 1 fois sur 2, ça se termine par une myomectomie. Et je vais rebondir sur la conclusion du professeur Nagy sur l'inflation du taux de césarienne. Ben, peut-être que finalement, un bon nombre de ces indications de myomectomie répondent plutôt à des indications, passez-moi l'expression, de Hobbes. C'est-à-dire que c'est des indications de myomectomie qui peut-être n'auraient pas dû faire l'objet d'un acte chirurgical. Et parce que chez nous, quand on parle de fibrome, on parle de fibrome. C'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi la vidéo ne passe pas, mais je vous ai mis juste 2 plaques. La vidéo de gauche est une patiente de 28 ans, nulligeste. Il faisait 3,6 kg, nullipare bien sûr. La vidéo de droite, il faisait un peu moins de 3 kg, 30 ans, nulligeste, célibataire. Et en fait, on est extrêmement embêté sur ces cas de fibrome. Et on ne sait pas trop ce qu'on en fait, est-ce qu'on opère, est-ce qu'on pense à la fertilité, quelles vont être les complications, mais bien évidemment, aucun d'entre nous ne va se lancer dans du décapeptyle ni à droite ni à gauche. Et peut-être que ce qui fait l'objet un peu de notre présentation aujourd'hui, c'est probablement sur la plaque du milieu, c'est tous ces fibromes qui sont un peu, j'ose pas dire petits, mais qui font moins de 10 cm et qui finalement sont très souvent opérés alors que on aurait pu peut-être faire autrement. Alors clairement, la biblio, il y a de quoi lire. Et ça va dans tous les sens, hein. Ça va depuis la phytothérapie jusqu'à l'acupuncture, et je vous rassure, je ne vous parlerai pas aujourd'hui ni de gazon, ni de piqûres. Mais clairement, la pathologie fibromateuse pose un vrai problème. D'abord la prévalence, parce que c'est toujours compliqué de l'estimer. D'abord parce généralement on ne voit que les patientes symptomatiques, et très souvent un certain nombre d'entre elles font leur vie sans jamais savoir qu'elles ont un fibrome. Alors techniquement, 20 à 30% chez les femmes caucasiennes. Chez nous, je pense qu'on voit bien au-delà de 70%. Deuxième problématique, c'est forcément l'âge, puisque c'est une pathologie qui est sous la dépendance hormonale et que les symptômes vont habituellement exploser entre 30 et 40 ans, et c'est tout l'âge de la fertilité, puisqu'on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire de ces patientes. Je précise quand même que je viens d'un pays où l'accès à la PMA n'est pas très facile. Et dernière problématique, mais ça on n'a pas choisi, c'est comme ça, lorsqu'on étudie un peu, c'est une vieille plaque mais rien n'a changé, sur les différents critères, bon encore une fois, nous on est premiers sur le podium, sur tous les points, l'âge, le nombre, la taille, les symptômes, etc. Et finalement, la problématique de l'approche thérapeutique, c'est se demander est-ce qu'on ne fait rien, parce qu'elle ne sait même pas qu'elle en a et qu'elle ne sent rien, ou est-ce qu'on opère, et il va falloir trouver un juste milieu et éventuellement réfléchir à ce qu'on peut faire comme alternative à la chirurgie, sachant que 70% des fibromes sont souvent asymptomatiques et très 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 souvent c'est une découverte fortuite ou alors au décours d'un examen qui est complètement anodin. Le traitement médical, on est d'accord, c'est le traitement des symptômes associés, et il est extrêmement important de prendre en compte dans cette approche thérapeutique la notion de fertilité ultérieure, et puis surtout le désir d'un traitement conservateur. Je sais qu'on a tendance très souvent à proposer l'hystérectomie comme une alternative, mais il faut savoir qu'une femme, même quand elle est proche de la préménopause, elle n'a pas toujours envie de se débarrasser de son utérus, même si elle n'en a plus vraiment besoin. Donc c'est une notion qu'il faut garder à l'esprit, et je sais qu'en Afrique noire, c'est extrêmement important, parce que même ménopausée, elle n'a pas forcément envie de se débarrasser de son utérus. Et pourtant, malgré
tous les développements de cette thérapeutique médicale, on se rend compte que l'hystérectomie, finalement, c'est dans un tiers des cas, c'est dans le cadre d'une prise en charge des fibromes utérins. Alors, je vais passer très vite sur cette diapo. Tout le traitement va se baser sur, bien sûr, cette classification. Et clairement, ce qui nous pourrit la vie, c'est 0, 1, 2. Les autres, quand ils ont une taille, j'allais dire entre guillemets normale, mais clairement, c'est le 0, 1, 2, à commencer par la symptomatologie à type de saignement jusqu'à l'infertilité. Et j'ai concentré un peu ce travail sur la dernière revue qui a été publiée en 2019 sur la prise en charge et recommandation de la FIGO. Et la FIGO propose un diagramme assez simple, puisqu'elle va donc distinguer les 3 types de prise en charge possibles, avec en première ligne dans le traitement médical la prise en charge non hormonale, et puis ensuite la prise en charge hormonale, et puis au milieu, c'est toutes les nouvelles alternatives radiologiques. On en discutera un peu plus tard. Alors, je vais passer très vite, parce que c'est très rébarbatif de vous citer toutes les molécules que vous utilisez habituellement dans la prise en charge médicale de la pathologie fibromateuse. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on sait que ça marche, plus ou moins. Ils sont efficaces quand on les commence avant le début des règles, même s'ils sont quand même moins efficaces que l'acide tranexamique ou le dispositif au lévonorgestrel. À côté des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antifibrinolytiques. Alors c'est une action quand même assez efficace, qui est utilisée depuis très longues années, et c'est vrai qu'on a tendance parfois à la prescrire de manière quasi systématique, même si les recommandations ne le précisent pas forcément. Et puis surtout, ce qui est utilisé en première ligne, c'est les prégestatifs, parce qu'ils vont avoir une action contre l'hyperplasie endométriale. On en a parlé tout à l'heure, il y a une action oestrogénique dans la physiopathologie des fibromes, et effectivement, l'hyperplasie joue un rôle dans la survenue des saignements. Le bénéfice est clair, 25 à 50%, qui soit pris de manière continue ou sur une courte durée pendant le cycle, classiquement prescrit sur une durée de 3 à 6 mois, et encore une fois, le dispositif au lévonorgestrel prend ici toute sa place, avec une réduction assez importante des manifestations ménométrorragiques. À côté de ça, la classique pilule, puisqu'elle va encore une fois réduire cette hyperplasie endométriale. Elle est moins efficace que le stérilet, mais il faut toujours bien évaluer les contre-indications à cette contraception ostroprogestative selon le type de population que vous avez. L'antiprogestérone, elle a été prescrite, elle a une action claire sur la réduction de la taille des fibromes, une amélioration des symptômes, mais par contre, elle entraîne également une hyperplasie endométriale, et ceci appelle naturellement à la prudence. Les analogues de la GnRH, que vous connaissez tous, c'est classiquement ce qu'on prescrit le plus souvent avec les progestatifs. Okay. C'est vrai qu'à la base, l'indication principale était en préopératoire et qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à prolonger la prescription au-delà de 3 mois, mais c'est une action assez efficace sur les symptômes, sur la ménométrorragie. Et par contre, il faut prendre en charge les effets secondaires qui ne sont pas négligeables, notamment une apparition de bouffées de chaleur qui est parfois source d'un arrêt du traitement. Les anti-aromatases, donc eux, ils ont une action clairement hypoœstrogénique qui est hyper intéressante, souvent préconisée chez les patientes en préménopause, avec une efficacité rapide sur les symptômes et une régression du volume du fibrome. Alors les aromatases ont fait l'objet d'une revue de la Cochrane, mais malheureusement, les auteurs avaient conclu, ils avaient une toute petite série de 70 patientes, même s'ils observaient quand même une réduction assez significative du volume utérin, ils préconisaient quand même la poursuite des études et donc ne pouvaient pas conclure à son utilisation systématique. Les antiprogestérones et les modulateurs du récepteur à la progestérone, encore une fois, une bonne efficacité, 3 à 6 mois de prescription, avec une nette réduction du volume utérin. Alors nous, on a connu un peu un rêve avorté avec l'acétate du lépristal. Je ne sais pas si vous en avez disposé ici à un moment. Nous, on a beaucoup utilisé. On a eu de très bons résultats en préopératoire, sans forcément être confronté, parce qu'on a d'emblée préconisé ce qui était recommandé avec le bilan hépatique. Et puis la désillusion de son arrêt, parce que c'est toujours comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui fait une complication au bout du monde, ça suffit pour arrêter le traitement.
Et c'est vrai que l'ESMIA nous aidait énormément dans la prise en charge chirurgicale et parfois même médicale. Alors, à côté de tout ça, il y a, bon, bien sûr, l'embolisation. L'embolisation, c'est rien de nouveau. Il faut savoir que chez nous, l'embolisation, dans le cadre d'une myomatose, elle est très timide, pour l'unique et simple raison, c'est qu'on a affaire à une population jeune. Et qui dit jeune dit désir de grossesse. Et on sait très bien que l'embolisation plus désir de grossesse, c'est pas terrible. Les recommandations, elles sont très vieilles. Et on sait tous très bien qu'il a une efficacité qui est assez bonne sur la réduction des symptômes et le syndrome compressif. En 6 mois environ, une réduction de 30 à 60%, avec également, ce qui est intéressant, c'est la réduction du fibrome dominant. Parce que ce qui se passe en réalité dans la vraie vie, c'est quand vous faites une échographie pour fibrome, quand vous tombez sur le gros fibrome qui occupe tout l'abdomen et qui les dimensions dépassent les capacités de la sonde, très souvent on s'arrête là. Et on a très souvent la flemme de compter les autres et ça se termine par une IRM. Alors cette action sur le myome dominant est extrêmement intéressante parce qu'elle permet quand même de réévaluer à distance la véritable pathologie. Et sur cette dernière étude qui a été publiée en 2016, que je trouvais assez intéressante parce que les auteurs avaient comparé avec un recul de 10 ans, c'est une étude randomisée, les avantages en termes de qualité de vie, disparition des symptômes. Vous savez comment ça se passe, c'est un ensemble de critères, vous cochez sur plein de choses, en partant du bien-être physique au bien-être mental. Et puis finalement, ils ont comparé sur 10 ans, est-ce que finalement ces femmes qui avaient bénéficié d'une embolisation se portaient mieux que celles qui avaient eu une hystérectomie. Et puis finalement, on se rend compte que dans 2/3 des cas, on a peut-être évité une hystérectomie uniquement en faisant une embolisation, mais c'est encore le point principal, c'est toujours choisir les bonnes indications pour les bonnes patientes. C'est toujours très difficile de trouver une publication africaine, mais j'en ai quand même trouvé une qui a été publiée par nos collègues d'Abidjan, enfin de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, ils ont franchement le mérite, parce que c'est loin d'être évident. Sur quand même 181 patientes qui ont bénéficié d'une embolisation. Et les résultats sont assez intéressants, parce qu'il y a un âge moyen de 40 ans, et puis avec une belle réduction du volume, au bout de quelques mois, presque du tiers. Autre élément intéressant, c'est qu'ils sont non négligeables de fibromes, puisque le nombre moyen était de 12, ce qui correspond à peu près à ce qu'on voit un jour sur 2 en consultation. Et peut-être que on serait amené dans l'avenir à pratiquer un peu plus ce genre de procédures pour ce profil de patiente, parce que je vous rappelle qu'on est quand même à 40 ans d'âge moyen. Mais le gros quiz de l'embolisation, c'est bien sûr la fertilité, et on sait tous que les choses se cassent la figure un peu avec la fertilité, parce que tout fonctionne moins bien après une embolisation, en tout cas sur ce qu'on savait jusque-là. Le taux d'FSH augmente, le taux de conception est plus bas, le taux de grossesse est plus bas, et le taux de fausse couche est plus haut. Donc forcément, quand vous avez une femme jeune à qui vous proposez une embolisation en lui précisant toutes ces informations, elle part en courant, classiquement. Et les recommandations du collège, qui datent déjà, avaient préconisé déjà à l'époque que l'embolisation des artères utérines n'était pas le traitement de première intention chez les femmes qui avaient un désir de grossesse. Et puis comme la littérature est extrêmement abondante dans la pathologie myomateuse, je suis trouvé sur un article qui n'est pas encore publié, qui a été proposé par Olivier Serres, qui travaille énormément sur l'embolisation. Alors lui, il a une conclusion qui est assez intéressante, c'est qu'il a essayé d'évaluer finalement toutes les techniques qui permettaient d'améliorer la technique proprement dite d'embolisation, et puis on se rend compte finalement que sur ces 398 patientes, il y avait un taux de grossesse qui était pas mal, et un taux d'accouchement qui était extrêmement acceptable. Et peut-être que dans les années à venir, on pourrait proposer l'embolisation pour les femmes plus jeunes qui ont encore un désir de grossesse. Et puis enfin, ce qui fait un peu la mode en ce moment, c'est bien sûr les ultrasons. On en a parlé il y a quelques jours avec la prise en charge des placentas à Creta. Alors, est-ce que c'est nouveau ? Pas tout à fait, parce que les Chinois l'ont développé depuis très longtemps. Et depuis 2002, ils traitent les tumeurs du foie. Alors, ça a fait l'objet, bien sûr, d'une revue de la littérature de la Cochrane.
Le traitement par ultrasons a été approuvé par la FDA en 2004. Et depuis 2009, en fait, il collégie déjà des patientes qui sont traitées par ultrasons et qui ont un désir de grossesse. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 50 000 femmes dans le monde qui sont traitées par cette technique. Alors, quand on regarde un peu la carte, bon, clairement, l'Afrique, on n'est pas concerné. Ça se passe en Chine, puisque l'appareil est fabriqué en Chine. Les Américains sont réticents, mais ça, c'est pour d'autres considérations que je ne citerai pas. Alors, comment ça marche? C'est en fait des ultrasons, exactement comme les ultrasons que j'utilisais en échographie, sauf qu'ils sont une énergie qui est 10 000 fois supérieure. C'est un faisceau d'ultrasons qui va juste traverser la paroi, et tant que ces faisceaux ne se croisent pas, il ne se passe rien. Et une fois que vous les posez sur une cible, il y a une libération de température qui est extrêmement élevée et qui va juste entraîner une dégénérescence de la cible. Ça dure 2-3 secondes. En pratique, la patiente est en décubitus ventral, sur une table, ça ressemble un peu à l'IRM, avec une sédation légère pour minimiser les mouvements, et puis la mise en place d'une sonde urinaire. Ça se passe un peu comme ça. Donc c'est un radiologue ou un gynécologue qui manipule un peu le joystick. Et une fois que la cible est bien repérée, on envoie les ultrasons, ça dure 2 à 3 secondes, et il passe au fibrome suivant. Alors il y a naturellement une IRM au préalable. Ils utilisent l'ocytocine, c'est un peu dans le même esprit que l'on l'utilise pour les myomectomies via hystéroscopie, parce que ça permet finalement une diminution de la vascularisation, l'injection d'un produit de contraste qui va permettre de mieux visualiser la micro-vascularisation du fibrome. Il commence toujours par le fibrome postérieur, parce que c'est quand même plus simple sur la technicité. Le temps de procédure, c'est 1 à 2 heures, en fonction du nombre, bien évidemment, et de la taille. Les indications de cette technique en gynéco, elles sont finalement assez importantes, puisqu'il y a d'abord les fibromes, l'adénomiose, l'endométriose pariétale, qui est probablement la plus embêtante à opérer. Le placenta accreta, il faut savoir qu'il y a des études qui sont déjà publiées sur l'utilisation de l'IFU sur le placenta accreta. Et puis les autres indications, c'est le cancer du sein, l'adénofibrome et la grossesse ischmique. À côté de ça, cette technique peut également et est également utilisée par les d'autres spécialités. C'est tout l'intérêt d'en avoir en fait. C'est que vous avez un appareil qui va servir à pratiquement tout le monde et pas qu'aux gynécos. Elle est utilisée dans le traitement du cancer de la prostate, le cancer du foie, le pancréas et bien sûr les tumeurs osseuses. Alors l'avantage, c'est non invasif, c'est rapide, ça ne saigne pas, pas d'anesthésie, en ambulatoire. Le taux de complications est relativement faible. Les brûlures cutanées et les brûlures digestives sont exceptionnelles, mais c'est souvent des complications qui sont observées pendant la première phase d'apprentissage. La courbe d'apprentissage est importante. C'est surtout qu'il y a une préservation de l'organe avec une ablation précise de la lésion et surtout une restauration de la fonction, notamment de la fertilité. Bon, qui dit avantage dit forcément inconvénient, puisque ça coûte quand même une blinde. C'est le coût de l'IRM, en gros. Il faut une formation, mais ça, pour la formation, les Chinois sont extraordinaires, puisqu'ils vous vendent l'appareil et ils débarquent avec l'appareil chez vous pendant 2 mois pour la formation. C'est compris dans le prix de l'appareil, avec une courbe d'apprentissage, et on considère qu'il faut 40 procédures pour être suffisamment autonome pour la pratique. Alors en ce qui concerne les recommandations, elles sont actées par quasiment toutes les sociétés. Je vous ai juste mis les recommandations du NICE, parce qu'elles sont les plus actuelles et les plus fournies. En conclusion, la régression elle est significative du volume utérin, 50% en 3 mois jusqu'à 80% en 24 mois. Et c'est une donnée intéressante parce qu'on se rend compte finalement que quand vous revoyez la patiente au bout de 3 mois, que vous avez l'impression que la réduction n'a pas été terrible, ceci laisse un espoir quand même, puisque l'effet de la IFU se prolonge même au-delà de 3 mois. Et donc il n'est pas rare qu'après 6 mois, on observe une réduction qui est quand même assez importante. Les complications, je vous disais, sont assez rares. Les brûlures du 3e degré inférieures à 1%, la perforation digestive à 0,4%, et c'est une douleur qui disparaît généralement au bout de 48 heures. Voilà en gros, ma conclusion, elle va être très simple. Vous savez tous qu'il faut d'abord ne pas nuire. Moi j'ai envie de vous dire qu'il faut d'abord ne pas opérer, parce que chez nous, si vous opérez tout le monde, vous opérez tous les jours, vous ne faites que ça. Il faut toujours poser les bonnes indications d'une chirurgie, que malheureusement, on est confronté aujourd'hui à
un profil de patiente qui présente une infertilité non pas secondaire à la présence de fibromes, mais plutôt aux complications liées à la myomectomie. Et on se retrouve dans des ventres à faire des cœlioscopies sur des pelvis complètement blindés, chez des femmes jeunes, et pour qui, comme je vous le disais en introduction, la PMA n'est pas tout de suite disponible et facile. Voilà, et puis peut-être que c'est le moment pour nous, en tout cas, d'explorer cette nouvelle technologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et on vous attend à Dakar, naturellement. Merci, docteur Brima. C'était une communication très pédagogique, très intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Micro, s'il vous plaît. En fait, ils mettent la sonde vésicale parce que ça dure quand même 1 à 2 heures, que les patientes sont parfois anxieuses, même si elles sont sous une petite anesthésie. Mais le but principal, c'est de limiter au maximum les mouvements et justement éviter le risque de ces brûlures qui sont, même si elles sont rares, sont quand même présentes. On m'a dit tout le monde sauf vous. Pardon, monsieur, je suis désolé. Je vous remercie. Avec beaucoup d'attention. Je vous remercie d'abord. Et vous nous avez dit, parmi les médicaments utilisés, les anti-aromatases. Mais je voudrais savoir quelle est la dose à utiliser et surtout quelle est la durée à utiliser dans ce type de traitement, puisque nous disposons de ce médicament dans notre pays. Il me semble avoir lu, je ne dis pas de bêtises, 5 mg, je crois. 2 comprimés par jour. Vous avez la réponse, non, mon cher maître. Vous avez dit 5 mg, je te précise que les comprimés sont dosés à 2,5 mg. Exactement. Donc j'ai dit 2 comprimés. Exactement. Et la durée, les études changent. Moi, j'ai eu sur 10 jours. J'ai eu des prix sur 10 jours, enfin, sur ce que j'ai vu dans la littérature. Nous, on n'en dispose pas, très clairement. Donc, on ne le prescrit pas. Je vous avoue que ce n'est pas le produit pour lequel je suis le plus à l'aise. Mais peut-être que... il est disponible chez vous à des prix raisonnables. Je vous remercie. Bien. Nous invitons les fibromes utérins, donc touchent de plus en plus des femmes jeunes, ou je dirais des femmes en âge de procréer avec un désir de grossesse. Donc nous avons estimé qu'il était intéressant pour voir la relation entre fibromes et infertilité. Pour cela, nous avons invité le professeur Zéwa Fathi, chef service de gynéco-obstétrique et de la médecine de reproduction à l'hôpital de Aziza Othmane, pour nous parler un peu de la littérature et surtout pour nous apporter un peu son expérience personnelle et de son équipe en termes de fibromes et infertilité. À vous la parole, Zéwa. Merci encore une fois pour l'invitation. Je remercie la STGO, qui est une grande maison et une grande famille. On m'a demandé de traiter fibromes et fertilité ou infertilité, prenez-le comme vous voulez. Quelques chiffres. 20 à 50% des femmes en âge de procréer présentent des fibromes et que 5 à 10% des femmes infertiles présentent des fibromes, mais que seuls 2 à 3% des femmes ont une infertilité qui est uniquement liée à l'existence du fibrome. Plusieurs facteurs de risque sont retrouvés dans la littérature. Bien sûr, la race, comme vient de le dire notre ami Adibé, l'âge, la grossesse tardive, la multiparité protégerait contre le fibrome, certaines habitudes comme la caféine, l'alcool, le régime riche en viande rouge et d'autres facteurs tels que aussi la puberté précoce. La classification qui est
actuellement utilisé et qui permet, à mon sens, à tout le monde de parler le même langage, c'est la classification donc, de la FIGO. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, elle a été détaillée par les collègues tout à l'heure. La première question qui vient à l'esprit, est-ce que les fibromes peuvent être à l'origine d'une infertilité? Les facteurs sont multiples. Ça dépend de la taille, du nombre, de la localisation, mais aussi d'autres facteurs associés de l'infertilité. Et la deuxième question qui se pose, est-ce que le traitement du fibrome va permettre de rétablir la fertilité? La littérature, elle est assez abondante, surtout en études rétrospectives. Il y a peu d'études prospectives et encore moins peu d'études randomisées, ce qui engendre donc une hétérogénéité de toutes les publications, des groupes contrôle. On n'arrive pas à cerner la taille, le nombre, les différentes tranches d'âge, les différents types de traitements de l'infertilité. Heureusement qu'il y a les méta-analyses qui nous permettent donc d'avoir un plus grand nombre d'études et comme ça de réduire l'effet des biais. Alors, le fibrome peut altérer la fertilité par différents mécanismes. Il y a tout d'abord la distorsion de la cavité utérine, les troubles de la réceptivité endométriale, les troubles de la vascularisation, les effets compressifs sur les ostéotubères, des effets hormonaux, des effets paracrines, une perturbation de la sécrétion des cytokines au niveau endométrial, etc. Tout au long de cette présentation, on va discerner fertilité naturelle et fertilité après fécondation in vitro. Alors, quel est l'impact des fibromes sur la fertilité spontanée? Cette étude ancienne de Buletti, qui a comparé 3 groupes de patientes, 106 patientes qui ont des fibromes et qui ont été opérées, 106 patientes qui ont des fibromes laissés en place et un groupe de contrôle de 106 patientes sans fibromes. Et on voit manifestement que dans le groupe des patientes qui ont des fibromes, le taux de naissance vivante n'est que de 11%, bien plus bas que dans le groupe de contrôle des femmes qui n'ont pas de fibromes, 25%. Dans cette étude prospective de 31 patientes qui ont toutes des fibromes sous-muqueux et qui ont été opérées par voie hystéroscopique, il y a parmi ces patientes-là, il y a 16 qui ont aussi des fibromes intramuraux. Et quand on voit en post-opératoire, après avoir enlevé le fibrome sous-muqueux, on voit qu'il y a plus de grossesse chez les patientes qui n'ont pas de fibrome interstitiel et que le temps pour l'obtention de la grossesse, il est bien plus court chez les patientes qui n'ont pas de fibrome interstitiel. D'autres études existent dans la littérature où on retrouve un effet négatif de l'existence des fibromes sous-muqueux. Il y a différentes publications. Alors, dans cette étude observationnelle qui a été faite dans les pays nordiques, sur plus de 3000 patientes, et on a étudié surtout le temps pour l'obtention d'une grossesse. On a retrouvé dans cette étude que 11% des femmes ont des fibromes, donc soit 324 patientes, et que le fibrome n'avait aucun effet par rapport à l'obtention d'une grossesse dans cette étude. Vous voyez que les données donc, de la littérature sont des fois divergentes. Alors, quel est l'effet du traitement sur la fertilité spontanée? Tout dépend du type de traitement, du type de chirurgie, de la période de suivi, de la stimulation ou non, de l'association d'une insémination ou non.
Et le traitement de référence reste la myomectomie. Mais il ne faut pas oublier que la myomectomie, c'est une chirurgie qui a des risques hémorragiques, des risques infectieux, des risques que ça se termine par une hystérectomie. On l'a vu tout à l'heure, surtout avec les fibromes qui sont enclavés dans le Douglas ou qui sont développés aux dépens du col, de l'utérus. Il y a des risques de synéchie lorsqu'on opère par hystéroscopie et il y a des risques d'adhérence péritonéale qui sont évalués dans cette étude, dans cette revue, entre 35 et 93% des cas. Et dans quelques exemples donc, de cas personnels après myomectomie où on retrouve des adhérences. Et on risque de transformer donc une infertilité qui était jusque-là inexpliquée en dehors de la présence d'un fibrome en une stérilité tubec définitive. Dans une publication plus récente de 2020, où on a revu un peu le risque d'adhérence péritonéale, et on voit que la laparoscopie et la laparotomie exposent pratiquement au même risque adhérentiel, et que l'usage des barrières anti-adhérence permet de réduire ce risque qui se situe dans cette revue entre 9 et 12%. Malheureusement, on ne dispose pas de façon simple et quotidienne de ces barrières et qui coûtent assez cher. Alors, la myomectomie par hystéroscopie pour les fibromes classés 0, 1 et 2, dans cette étude de prospective contrôlée, on a donc deux groupes de patientes qui ont été comparés. Le groupe des patientes qui n'ont pas été opérées, 22 patientes, et le groupe des patientes qui ont été opérées, 30 patients. Et on voit que la chirurgie permet d'obtenir un meilleur taux de grossesse de 43%, contre 27% pour les patients qui ont gardé leur myome sous-muqueux en place. Et dans cette revue Cochrane de 2020, que l'on utilise en hystéroscopie le courant monopolaire ou le courant bipolaire, il n'y a pas de différence en termes de naissance vivante et en termes de grossesse évolutive. Alors, pour la myomectomie par laparotomie, je reviens à l'étude de Buletti, et on voit que dans le groupe des patientes qui ont été opérées, le taux de grossesse, plutôt le taux de naissance est de 42% contre 11% dans le groupe des patientes qui n'ont pas été opérées. Viennent ensuite les méta-analyses. La première méta-analyse de Buttman qui a recensé les études publiées entre 1933 et 1980, donc d'anciennes études, totalisant 1202 cas, on obtient 40% de grossesse après myomectomie, et ce chiffre passe à 54% si on exclut les autres causes avérées d'infertilité. Dans cette revue de Versellini de la littérature, là aussi, le taux de grossesse après myomectomie est de 57%. En laparoscopie, le taux de grossesse après myomectomie, il avoisine les 47%. Et dans cette revue Cochrane de 2020, lorsqu'on compare myomectomie par laparotomie versus myomectomie par laparoscopie, là aussi, le taux de naissance vivante est comparable et il n'y a pas de différence que l'on opère par cellulose ou par laparotomie. Donc, je résume un peu. La fertilité après myomectomie, la myomectomie ne semble pas délétère. L'effet serait positif surtout en cas d'infertilité inexpliquée. Une femme sur deux arrive à concevoir après myomectomie, mais sur le plan statistique, il n'y a pas de haut niveau de preuve sur le bénéfice. Des études prospectives avec un meilleur design sont nécessaires et l'étude idéale serait la suivante. Prendre un groupe de patientes qui désirent
une grossesse sans facteur d'infertilité associé, les subdiviser en deux groupes, celles qui ont des fibromes et celles qui n'ont pas de fibromes, et démontrer que les patientes qui ont des fibromes ont moins de taux de grossesse et de naissance vivante. Ensuite, prendre les patientes qui ont des fibromes, les randomiser en deux groupes, celles qu'on va opérer et celles qu'on ne va pas opérer, et démontrer que après myomectomie, on a beaucoup plus de grossesse que chez les patientes qu'on n'a pas opérées. Sur le plan pratique, c'est pratiquement impossible de faire une telle étude, et d'ailleurs, elle n'existe pas dans la littérature. Donc, les recommandations un peu du collège français de gynéco-obstétrique. Pour les myomes sous-muqueux, c'est clair, il y a un effet négatif sur la fertilité avec un niveau de preuve 4, que la myomectomie est indiquée avec un fort niveau de preuve 1. Pour le fibrome interstitiel, l'effet est négatif sur la fertilité, oui, et qu'on n'arrive pas à démontrer l'intérêt de la myomectomie avec un fort niveau de preuve. Pour les sous-séreux, là aussi, il semble qu'il n'y ait pas d'effet sur la fertilité. Pour la SRM, il n'y a pas suffisamment d'évidence pour conclure que les fibromes réduisent le taux de grossesse et de naissance vivante, et que chez les patientes qui sont asymptomatiques mais avec une distorsion de la cavité utérine, donc ayant des fibromes de type 0, 1, 2 et peut-être 3, la myomectomie peut être proposée pour augmenter le taux de grossesse. Qu'en est-il maintenant dans le cadre des fibromes et fécondation in vitro? Là aussi, c'est une étude rétrospective comparative qui a comparé le groupe 1, 88 cycles de FIV chez des patientes avec des fibromes, avec le groupe 2, 318 patientes incluses en fécondation in vitro et qui n'ont pas de fibromes. Et là, on voit que le taux de grossesse, quoique plus élevé chez les patientes qui n'ont pas de fibromes, mais il n'y a pas de différence statistiquement significative, mais le taux d'implantation est bien plus bas chez les patientes qui ont des fibromes utérins par rapport au groupe des patientes qui n'ont pas de fibromes. Dans cette étude prospective, on voit que les patientes qui ont des fibromes intramuraux et des fibromes sous-muqueux ont un taux de grossesse bien plus bas que les patientes qui n'ont pas de fibromes ou bien qui ont des fibromes sous-séreux. De même pour le taux d'implantation. Donc, l'effet néfaste des fibromes est démontré dans cette étude, et surtout pour les fibromes sous-muqueux. Dans cette autre étude de Fari, qui a étudié les patientes qui ont des fibromes de type 0, 1 et 2, donc une déformation de la cavité utérine, dans le groupe qui ont une cavité distordue, le taux de grossesse est bien plus bas, il est uniquement de 9%, avec un taux d'implantation de 2,7%, bien plus faible que dans le groupe qui n'ont pas de distorsion de la cavité utérine, donc qui ont des fibromes soit de type 4, 5, 6, ou bien dans le groupe des patients qui n'ont pas du tout de fibromes. On revient ensuite aux méta-analyses. La méta-analyse de Pritz est une méta-analyse très importante dans la littérature des fibromes et infertilité. Quand on voit les fibromes sous-muqueux dans cette méta-analyse, on voit qu'il y a un effet négatif sur le taux de grossesse, sur le taux de naissance vivante, sur l'implantation et sur les avortements spontanés.
Quand on étudie les fibromes interstitiels et FIV, donc les fibromes qui sont de type 3 à 5, mais aussi peut-être les études ont inclus les fibromes de type 2. La littérature, elle est là divergente. Certaines études ont démontré que les fibromes intramuraux diminuent les résultats de la FIV. D'autres études ne trouvent pas de différence significative. Donc, que dit cette méta-analyse? Alors, quand on prend toutes les études, on voit qu'il y a une diminution du taux de grossesse, du taux d'implantation, du taux de naissance vivante et une augmentation du taux de fausse couche spontanée. Mais si on ne prend que les études prospectives, on ne retrouve plus de différence en ce qui concerne le taux de grossesse, mais il y a une diminution du taux d'implantation et une augmentation du taux d'avortement. Si on affine encore plus au niveau de ces études, et on n'inclut que les études qui font de façon systématique une hystéroscopie avant la FIV, pour être sûr que la patiente n'a pas un fibrome de type 2. Donc, sans aucune empreinte sur l'endomètre, on ne retrouve plus aucune différence significative en termes de taux de grossesse, de naissance vivante. La seule chose qui diminue, c'est un peu le taux d'implantation, qui est un peu plus faible. Donc, vous voyez que les études sont très hétérogènes et que pour l'interstitiel pur, il semble qu'il n'y a pas de différence significative en termes de grossesse et FIV. D'autres méta-analyses, depuis, ont vu le jour, et je les résume sur ce tableau. Sankara, il y a une diminution du taux de naissance vivante, diminution du taux cumulatif de grossesse. Metwalli, en 2010, ne retrouve aucune différence significative pour les fibromes interstitiels. Puis, les méta-analyses plus récentes, la dernière en 2019, retrouve aussi une diminution du taux de naissance vivante et une diminution du taux cumulatif de grossesse chez les patients qui ont des fibromes interstitiels. Donc, vous voyez que les données de la littérature et les méta-analyses arrivent des fois à des conclusions contradictoires à cause de la grande hétérogénéité dans les critères de sélection de ces études. Les méta-analyses les plus strictes, qui incluent une hystéroscopie pré-FIV, ne retrouvent pas donc de différence significative. Ceci est peut-être dû à une réduction des biais ou aussi peut-être dû à une diminution de l'effectif de l'étude. Et tout concourt à dire que si effet des myomes interstitiels existe, il est discret car nécessite un grand effectif pour qu'il apparaisse sur le plan statistique. Donc, pour résumer, les fibromes sous-muqueux, effet négatif délétère sur la FIV, c'est clair. Les sous-séreux, pas d'effet sur les résultats de la FIV. L'interstitiel, on ne peut pas vraiment conclure. Qu'en est-il de la taille? Là aussi, il y a peu d'études qui se sont intéressées à la taille du fibrome interstitiel et les répercussions sur les résultats de la FIV. Dans cette étude, si les fibromes interstitiels fait plus que 5 cm, il y a une diminution du taux d'implantation, il y a une diminution du taux de grossesse, il y a une diminution du taux de naissance vivante et la différence est significative. Dans cette étude aussi de Oliveira, lorsque le fibrome fait plus de 4 cm, il y a une diminution significative des résultats de la FIV. Dans cette étude de Klasky, il n'y a pas de différence que les fibromes fassent moins de 4 cm ou plus de 4 cm, aucune différence en termes de résultats de FIV. Des études plus récentes retrouvent des différences avec des cutoffs qui sont variables, 1,5, 2,8 cm ou plus de 3 cm, avec un effet négatif sur les résultats
de la PMA. Donc, pour résumer, il y a peu d'études qui se sont consacrées à la taille du fibrome et résultats de la FIV. La plupart de ces études ont exclu les fibromes qui sont supérieurs à 7 cm, car l'indication opératoire est posée chez ces patientes-là. Et les études mélangent les fibromes sous-séreux et les fibromes interstitiels. Qu'en est-il du nombre des fibromes et résultats de la FIV? Là aussi, dans cette étude, on voit que dans le groupe des patientes qui ont moins de 3 fibromes, il n'y a pas de différence statistiquement significative que dans le groupe qui ont plus de 3 fibromes. Seules les patientes qui ont plus de 3 fibromes font plus de fausses couches et ont un taux d'implantation plus bas. Donc, impact des fibromes sur la FIV, une certitude, les fibromes déformant la cavité ont un impact négatif. Probablement, les fibromes sous-séreux n'ont aucun effet sur la FIV. Et toutes les controverses persistent en ce qui concerne les fibromes interstitiels. Est-ce que le volume des fibromes peut influencer les résultats de la FIV? Car un fibrome de 6 cm ne veut pas dire la même chose que 2 fibromes de 3 cm. Et on a fait une étude dans le service où on a fait une comparaison entre les patientes enceintes et les patientes non enceintes en fonction du volume de tous les fibromes. Et on a vu que dans le groupe des patientes qui n'ont pas été enceintes, 21 patientes, le volume total des fibromes était bien plus supérieur que dans le groupe des 19 patientes qui ont été enceintes. Et la différence était significative. Alors, est-ce que le traitement de ces fibromes vont améliorer les résultats donc, de la FIV? Dans cette étude, la myomectomie par hystéroscopie des polypes ou des fibromes classés 0, 1, 2 permet de raccourcir la durée d'obtention de la grossesse en fécondation in vitro. Et que les patientes qui ont subi une myomectomie par hystéroscopie permettent d'avoir de meilleurs résultats donc, de la FIV. Dans cette méta-analyse pour les fibromes interstitiels et FIV, quand on prend toutes les études, il n'y a pas de différence. Donc il y a peu d'études. Les myomes sous-muqueux, l'ablation de ces myomes permet d'améliorer les résultats. Pour les myomes interstitiels, là aussi, les résultats sont divergents. Quand on voit les recommandations de la SRM, il n'y a pas suffisamment d'arguments pour, en fonction du nombre, de la taille, de la localisation, en dehors des fibromes sous-muqueux, bien sûr, pour dire qu'il y a un effet négatif sur les résultats de la FIV. Mais la SRM recommande pour les myomes sous-muqueux de les enlever par hystéroscopie, et que pour les myomes interstitiels, il n'y a pas suffisamment d'arguments pour indiquer la myomectomie. Sauf chez les patients qui ont une distorsion sévère du pelvis, de l'architecture, à cause du volume, qui peut rendre la technique de fécondation in vitro difficile, on peut donc recourir à une myomectomie. J'ouvre juste une parenthèse pour le traitement par SMIA. Alors, la réduction du volume des fibromes permet de transformer un myome de type 2 en myome de type 3 ou un myome de type 3 en myome de type 4. Et on a eu un grand espoir pour améliorer donc l'implantation. Et c'était une publication ici de Jacques Donez en 2020. Mais les choses et les recommandations des sociétés savantes ont évolué et l'utilisation de l'ESMIA est maintenant très restreinte, réservée aux patientes en période préménopausique et qui ne sont pas opérables.
Les ultrasons, le HIFU, là aussi dans cette étude, qui a inclus 11 patientes qui ont des fibromes sous-muqueux, qui ont été traitées par HIFU, qui ont été comparées à un groupe de 48 patientes opérées par hystéroscopie. Le taux de grossesse dans les deux groupes est tout à fait comparable. Donc, l'utilisation du HIFU permettrait donc d'éviter la myomectomie par hystéroscopie. Donc, fermons cette parenthèse et arrivons donc aux conclusions. Il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, mais on arrive à dégager certaines recommandations de la littérature. Pour les myomes sous-muqueux, que ce soit en fertilité spontanée ou en fécondation in vitro, il faut les opérer par hystéroscopie. Pour le myome intramural, en fertilité spontanée, si le fibrome ne déforme pas la cavité utérine et que l'hystéroscopie est normale, il n'est pas recommandé d'opérer ces patientes. En fécondation in vitro, si le myome fait plus de 5 cm, il est conseillé de l'opérer avant la FIV. Si le myome est inférieur à 5 cm, il est conseillé si le nombre dépasse les 3 fibromes. Et il est aussi conseillé d'opérer ces fibromes interstitiels en cas d'échec répété d'implantation sans autre cause associée. Pour les myomes sous-séreux, que ce soit en fertilité spontanée ou en FIV, il n'y a pas d'indication à opérer. Et on retrouve ces mêmes recommandations dans les recommandations du collège. Voilà. Merci. On remercie le professeur Ezeo pour cette excellente communication claire, avec quelques doutes éventuellement pour l'interstitiel. Peut-être que d'autres études seront nécessaires pour pouvoir comparer l'impact. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Leïla, oui. Mais doit-on vraiment, chez ces patientes, généralement d'un certain âge, du moins les patientes âgées de plus de 35 ans, attendre 3 échecs d'implantation pour aller opérer ces patientes? Non, dans les dernières plaques, les femmes qui ont des fibromes de plus de 5 cm, oui, il faut les opérer en pré-FIV. Celles qui ont des fibromes de moins de 5 cm, mais il y en a plus de 3 fibromes, il faut les opérer aussi. Il est conseillé de les opérer. Mais le niveau de preuve n'est pas très fort. Mais je pense qu'on devrait se mettre à évaluer les volumes des fibromes, justement, parce que très souvent, on a des fibromes interstitiels de 2-3 cm, mais quand on fait le total des volumes, on se retrouve avec un volume assez important, et je pense que c'est un facteur péjoratif pour l'implantation. Tout à fait, c'est ce qu'on a fait dans le cadre d'une thèse d'une de nos étudiantes, et les patientes qui ont un gros volume de fibromes ont de moins bons résultats que les patientes qui ont des fibromes mais de moins de volume. Je pense aussi que les myomectomies chez les patientes qui ont une activité sexuelle doivent toujours commencer par une hystéroscopie première, même s'il n'y a pas à l'échographie, on n'a pas d'impact ou de déformation de la cavité. Je pense qu'une hystéroscopie vaut le coup. Et de même qu'une hystéroscopie après la myomectomie, parce que très souvent, même si on n'ouvre pas la cavité utérine, des fois on embroche avec le fil la cavité et on se retrouve après avec des petits synéchies. Voilà, tout à fait. Donc c'est très intéressant de faire des hystéroscopies à 3 semaines après la myomectomie. La paro. Oui, oui, tout à fait. Bien. Merci Cézéo. Merci. Donc on passe à la dernière communication. Tout le monde sait que la myomectomie ou la polymyomectomie, c'est une intervention très hémorragique. Avant de l'opérer, donc il faudra déjà avoir un taux d'hémoglobine correct, un bilan d'hémostase correct, une réserve du sang. Il y a des trucs, il y a des astuces éventuellement pour diminuer
le saignement opératoire. Pour cela, nous avons invité le professeur Si Fathi Ben Ammara de nous parler de ces astuces et de ces trucs. À toi la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie le comité d'organisation de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui est d'ordre pratique. En fait, comment faire chaque fois qu'on opère une patiente pour un fibrome utérin et on se retrouve devant un saignement qui persiste. Comment faut-il procéder pour résoudre ce problème? Donc, en guise d'introduction, ça a été déjà dit que le fibrome utérin, c'est une pathologie qui est assez fréquente et on estime qu'à peu près 40% des femmes peuvent présenter un fibrome utérin durant leur vie, bien sûr, d'activité génitale. C'est des tumeurs bénignes et un tiers de ces patientes qui sont atteintes du fibrome ont des symptômes suffisamment graves pour justifier un traitement. Ce traitement est dans 20 à 40% est un traitement chirurgical le plus souvent. Donc le saignement péropératoire lors des myomectomies est une situation qui est assez fréquente. On la voit chaque fois qu'on opère un fibrome utérin. On est tout le temps affronté à cette situation et qu'on estime à peu près que cette spoliation sanguine, le volume des pertes sanguines sont aux alentours de 50 à 400 millilitres lors d'une myomectomie et que 20% des patientes qui vont subir une myomectomie vont nécessiter une transfusion. Le risque majeur, chaque fois qu'on est en train de faire une myomectomie chez une patiente jeune, surtout désireuse de grossesse, c'est de se retrouver en train de faire une hystérectomie de mostase, et ceci dans 1 à 2% de cas, et rarement et exceptionnellement une myomectomie met en jeu le pronostic vital de la patiente. J'essaie de trouver une définition. Bon, il n'y a pas de définition de perte sanguine lors d'une myomectomie. Je pense que ça doit être des pertes sanguines persistantes malgré la raphie de la cicatrice utérine durant une myomectomie, avec ou sans retentissement sur l'état hémodynamique et ou biologique, ou nécessitant une transfusion sanguine et ou le recours à une hystérectomie. La Haute Autorité de Santé donc en France en 2011 a qualifié le saignement périopératoire, bien sûr péropératoire, d'un saignement important lorsqu'il dépasse le 500 cc. L'objectif de cette communication est en fait d'essayer de réduire les pertes du sang au cours de la myomectomie et de réduire la morbidité de cette spoliation sanguine et de ce saignement péropératoire, essentiellement les adhérences post-opératoires qui peuvent bien sûr aggraver le pronostic, surtout de fertilité pour les femmes désireuses de grossesse, et bien sûr préserver l'utérus et sa fonction. Je passe rapidement sur la classification. Donc, quels sont les facteurs de risque de ce saignement péropératoire? Il y a une étude chinoise qui a été faite sur une dizaine d'années, donc qui a été publiée en 2020. Donc, on a trouvé que les facteurs de risque d'un saignement péropératoire lors d'une myomectomie essentiellement sont la durée de l'intervention, mais je pense que ça peut être une cause, mais aussi une conséquence. Quand ça saigne, ça dure plus l'intervention, et quand ça dure plus, ça saigne encore plus. C'est un cercle vicieux. Donc, deuxième facteur de risque, c'est le nombre de fibromes enlevés lors de la myomectomie et la localisation de ces fibromes par rapport à la paroi utérine. Ni l'âge, ni l'obésité de la patiente, ni le volume de plus gros fibromes, ni le type de la chirurgie utilisée ne constituent des facteurs de risque pour cette étude. Et dans cette étude, ils se sont amusés à essayer de calculer, donc ils ont utilisé un modèle de régression logistique pour calculer la quantité de sang perdu, les pertes sanguines estimées lors d'une myomectomie. Donc, et avec cette formule-là, les pertes sanguines sont... désolé.
Donc les pertes sanguines sont estimées donc avec une constance